De la presse, encore une fois, merci de votre présence et bienvenue à tout le monde. Comme vous devez trouver aujourd'hui, le MP peut faire une innovation. Nous convoquons nous l'invitons dans nos quartiers général qui nous fait inaugurer dimanche dernier dans un nouvel environnement. Et nous remercions les autres, je ne prends la peine, sortir pour lui venir. Et donc merci pour votre présence. Et aujourd'hui, la conférence de presse pour animée par trois camarades, moi-même et camarade Barbier et camarade Joe Lejonga, qui pour cause en troisième. Je suis content pour commencer moi, en tant que président du MP, et on peut ouvrir la conférence de presse pour exprimer nos vives sympathies d'abord à la famille, les parents, les voisins de Camp de Maspavé. Nous finissons hier, nous tous, en tant que citoyens mauriciens, choqués, perturbés par ce qui nous fait apprendre. L'île Maurice, en effet, était sous l'effet d'un choc. Et ce qui nous souhaitait que la police mène cette enquête-là bien, avec sérieux, avec professionnalisme, et capable pour capable éclaircir toute sa situation-là. Mais seulement ce qui interpelle nous en tant qu'adultes, en tant que citoyens, quand nous attendons un autre événement comme ça, c'est me penser nous choquer par le degré de la violence aujourd'hui, qui finit installé dans nos sociétés. Nous ne pas connaître le motif, raison de ce crime-là, mais indépendamment de qui la motivation, qui la raison, qui le motive derrière ce triste événement de hier là, je pense que nous tous bien déplorons le degré de la violence permis dans nos sociétés aujourd'hui. Et nous tous ensemble bien travail, gouvernement, l'opposition, tout le monde, tous citoyens pour essayer de trouver une solution à ce problème de violence à tout niveau, à toute l'échelle de nos sociétés. Deuxième point que j'ai envie de faire, j'ai envie de revenir un petit peu brièvement l'inauguration de nos quartiers généraux de dimanche dernier. Et le MP, tous mes camarades autour de moi là, nous réjouissons du succès de cet événement-là, de sa cérémonie-là. Et nous remercions bien sûr tous nos sympathisants pour sa succès d'affluence et d'organisation de dimanche dernier. Et cet événement-là, démontrez-nous ce qui tout le temps nous dit, et nous peut dire, qu'il y a une vide politique aujourd'hui dans l'île Maurice, et qui le MP, en tant que nouvelle force politique, nous pouvons quand même célébrer nous un an, mais cet événement a démontré les assises de nos partis dans le cadre de l'île Maurice, et aussi démontrer le potentiel du mouvement patriotique pour l'avenir. En ce moment, comme vous devez connaître, nous pouvons mobiliser pour un autre grand événement, comme on l'a déjà annoncé, la journée internationale de la femme, que le camarade madame qui peut organiser et qui peut donc mettre tous les paquets pour nous capables de faire un autre succès le 13 mars, quand nous pouvons célébrer la journée internationale de la femme. Le plan de résistance, c'est que j'ai envie de causer aujourd'hui principalement, c'est le rapport de la Banque mondiale sur ce qui est ayant pour titre Inclusiveness of Growth and Shared Prosperity de Maurice. C'est un rapport qui est publié, qui est rendu public la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière. Et pareil, comme à tout le monde, au MP, nous avons pris note de ce rapport-là. Et c'est vrai que ce rapport-là fait un état de lieu dans la période 2007 à 2012, mais seulement nous pensons que ceci donc, comment je peux dire, nous sommes interpellés par ce rapport de la Banque mondiale ayant pour titre Inclusiveness of Growth and Shared Prosperity. Nous venons prendre note que le rapport faire un état des lieux de la période
étalant 2007 à 2012. Seulement nous pensons, nous, que ça n'a pas affecté nullement la pertinence de mon observation et ma conclusion qu'il fait dans le rapport. Ce qui interpelle nous plus dans ce rapport-là, d'abord, c'est que les vulnérables de nos sociétés n'ont pas bénéficié de la création de la richesse et de notre prospérité relative. C'est le premier constat accablant qu'il aura pour faire, qui est le plus pauvre de nos sociétés, pas fini en position de bénéficier de la création de la richesse et de notre prospérité relative. Et la situation là alarmante, comment dire, parce que le rapport lui fait état d'un glissement de la classe moyenne de 79,9% en 2007 à 77,2% en 2012. Et pour nous, cette situation-là finit empirée depuis 2012. Parce qu'en vérité, pas fini aucune réforme en profondeur dans nos sociétés, à tout niveau, en particulier sur le plan économique. Donc, ce rapport-là aussi, il fait état de 3 grands défis que l'économie Maurice vient relever. Un, la création d'emplois, qui se fait très lentement. Deuxièmement, sa augmentation de l'inégalité qui existait dans le revenu. Et troisièmement, le rapport souligne qu'il y a encore une économie vulnérable qui ne peut pas renforcer. Et je peux dire ça parce que nous pouvons souhaiter, nous, que le gouvernement prend bonne note de ces 3 commentaires qui viennent faire par le rapport, pour que le gouvernement fasse ça sur priorité, sur cheval de bataille, pour permettre une croissance pour une croissance inclusive et aussi une prospérité qui peut mieux distribuer. C'est à cause de ça que je peux dire que c'est un commentaire du rapport encore pertinent aujourd'hui. Et moi, je peux dire que c'est 3 commentaires du rapport, un défi qui nous l'économie est là. Le gouvernement prend ça en considération pour permettre une prospérité mieux distribuée. Et pour bien sûr permettre une plus grande justice sociale. Alors, ça l'inégalité au sein de la classe moyenne, qui est soulignée par le rapport. C'est vrai, le rapport dit que Maurice fait relativement bien, aussi bien qu'il les autres pays à revenus moyens, mais seulement le rapport soulignait que les couches les plus vulnérables de nos sociétés pas de profit du tout de la retombée économique et de la croissance économique. Le rapport donc fait état de sa inégalité grandissante dans le revenu perçu parmi les différentes composantes de nos sociétés. Par exemple, le rapport il donne le cas flagrant de employés du secteur public comparé à employés du secteur privé. Le pourcentage est donné entre 23,7% et 7%. Donc, sa inégalité grandissante dans le revenu aujourd'hui explique beaucoup la situation de pauvreté dans laquelle nos pays étaient. La classe moyenne finit diminuer, comme on dit, elle est là. Mais ça, l'intéressant, c'est que la Banque mondiale finit souligner, finit une croissance de upper middle class, qui sortit 49% à 52%, et finit là une augmentation au sein du lower middle class. C'est-à-dire dans la classe moyenne, ce qui est bas, il tombe plus en bas, et ce qui est en haut, il monte plus en haut. Donc, clairement, il y a une érosion au sein de la classe moyenne. Et ce qui est plus important, la Banque mondiale dit que le groupe de nos concitoyens dans la classe moyenne qui sont considérés comme les plus vulnérables aujourd'hui, fait augmenter de 10% à 12%.
Et là, ce rapport-là aussi révèle beaucoup de facteurs intéressants qui pour permettre le gouvernement et la société de l'île Maurice réfléchir dans les mois, dans les années à venir. Par exemple, le rapport dit que parmi les plus touchés sont les jeunes entre 15 à 18 ans. Et la Banque mondiale a une cause qui predominantly the young face of poverty. C'est-à-dire comment la jeunesse aujourd'hui dans nos pays finit appauvrie, comment un foyer qui a une femme à la tête de ce foyer-là finit appauvrie, 31% de les ménages les plus pauvres et à la tête de ce ménage-là une femme. Donc les foyers qui ont une femme comme chef de famille constituent 31% des foyers les plus vulnérables à Maurice. Et le rapport cause aussi la situation de 20 femmes, le constat de la très basse participation des femmes sur le marché du travail et une politique qui est bien pour promouvoir la participation madame dans le marché du travail, d'après nous, bien être revue et réinventée. Le rapport cause aussi le lien entre la pauvreté et le chômage. On le connaît, le chômage c'est une raison de la pauvreté, mais le rapport vient affirmer positivement dans ce rapport-là. La pauvreté est plus élevée parmi les chômeurs dans nos pays et atteint plus sérieusement les gens qui sont inactifs économiquement à Maurice. En 2012, d'après les chiffres, le niveau de la pauvreté était le plus élevé parmi les sans-emploi. Mais seulement, le rapport aussi soulignait que la réduction de la pauvreté parmi les inactifs, principalement, fut réussie grâce à la protection sociale, c'est-à-dire à la pension. D'une part, il y a une inégalité dans le salaire. Qui creuse le fossé. Mais d'autre part, le rapport dit, heureusement, il y a une croissance de la protection sociale, c'est-à-dire une prestation sociale, une pension, etc., qui finit aider pour réduire la pauvreté dans nos pays. Et le rapport a aussi loin pour dire que si nous finissons réussir à réduire la pauvreté à 75% dans nos pays, c'est grâce à la protection sociale, c'est grâce à l'allocation sociale. En conclusion, c'est que quand nous finissons ce rapport-là, nous voulons dire au gouvernement de se rappeler que c'est la classe moyenne, une classe moyenne prospère, qui finit permettre dans les autres pays, même en Europe, les États-Unis, qui finit permettre ce pays-là bouger, se hisser au statut de high income country. C'est une classe moyenne prospère qui est le moteur derrière la croissance qui finit propulser ce pays-là. Et il faudrait éliminer toute inégalité au sein de la classe moyenne. Ceci n'est pas tolérable dans un pays qui aspire à une high income country. Donc le signal fort, d'après nous, qui ce rapport-là envoyé, c'est que l'État mauricien bien assuré que la croissance économique bénéficie à toutes les couches sociales. C'est bon, nous cause smart cities, nous cause heritage city, etc. Mais la croissance économique dans nos pays est capable de trickle down, touche toute une couche sociale et ne se transforme pas en un développement élitiste et fondamentalement injuste. Alors, ça c'est au niveau de mon constat, au niveau de ce qui nous trouvait dans ce rapport-là. Maintenant, qui le gouvernement peut faire? Maintenant qu'il y a possession d'un rapport comme ça, avec toutes les conclusions, tous les findings accablants de ce rapport-là, nous pouvons proposer. Parce que nous pouvons trouver les aspects multidimensionnels de la pauvreté qui reflétés dans le rapport et qui peut faire
toujours la pauvreté gagne du terrain. La pauvreté reste, comme la Gazette dit, un os dur. Mais qui vient faire à la lumière de ce rapport-là? Parce que, comme on dit, il y a plusieurs issues qui nous soulevent. La question de la jeunesse qui peut appauvrir, the predominantly young face of poverty, comme le rapport l'a dit. La question de l'éducation, parce que le rapport vient dire comment il y a un pourcentage de bonnes familles aisées qui peut accaparer tout ce transfert de fonds qu'il peut faire dans le domaine de l'éducation, de la bourse, de mon fils, l'examen, etc. Et le rapport dit que where households are uneducated, the poverty head count increased from 14,7% à 15,5% en 2012. And there was virtually no poverty among people living with a university-educated household head. Ça veut dire, question jeunesse, question de l'éducation, question de la femme. Là, on fait des autres, qui le rapport trouvé au niveau de mon foyer, dirigé à la tête de laquelle il y a une madame, 31% de ma famille pauvre, trouve dans sa famille, dans sa household, quand une femme à la tête de sa famille-là. Donc, jeunesse, madame, éducation, salaire. Le rapport clair, là, sa disparité entre le salaire, secteur privé, secteur public, peut faire la lutte contre la pauvreté, peut rendre la lutte contre la pauvreté plus difficile. Donc, la question des salaires, disparité de salaire, question pension. Je vous lis un petit bout là-dedans. Qu'est-ce qui ce rapport-là? Incroyable, mais vrai. For the country as a whole, 47% of the absolute poor remain not covered by any of the main social assistance schemes in 2012. Tout ça, l'argent qui la sécurité sociale gagnée, qui est alloué à allocation, prestations sociales, etc., social transfer, quel rapport là qui vient dire 47% of the absolute poor remain not covered by any of the main social assistance schemes in 2012. Alors, tout ça là, on va dire, ce rapport-là, donc, il touche jeunes, madame, salaire, inégal, l'éducation, pension, la question de pension. C'est qu'on l'appelle eye-openers. Nous proposons, nous, que le gouvernement qui vient mettre sur pied un comité, pas un ministériel comité, certainement pas un politicien, mais un comité élargi devant un universitaire, devant un sociologue, devant du monde dans le secteur privé, représentant du secteur privé, évidemment représentant devant un syndicat, devant une fédération syndicale, devant un professionnel, pour penser de ce rapport-là, parce que le rapport, il finit faire la première partie du travail, et bien maintenant qu'il y a un comité, une commission ou un comité nommé par le gouvernement, embrassant les professionnels, secteur privé, syndicats, etc., l'universitaire, pour nous capables de trouver une solution à ce problème-là. Parce que si nous ne faisons rien, nous, on dit tout le monde, le gouvernement, l'opposition, et nous continuons business as usual, il est clair, d'après ce rapport-là, la pauvreté peut doubler dans les prochaines années qui peuvent venir. À cause de ça, donc, le MP propose sincèrement que le gouvernement, et nous faisons l'appel avec le gouvernement, c'est une constatation de ce rapport-là, c'est une conclusion de ce rapport-là, 3 cas blancs, pour nous jouer à l'autruche, pour nous continuer le modèle de développement économique, amener investisseurs, créer des cities, ici, là-bas. Nous visons donc permettre aux professionnels, aux gens qui ont l'expérience, trouver une solution à un problème qui finit highlighted dans ce rapport-là. C'est sa proposition qui m'a fait après ce rapport qui finit tomber la semaine dernière.
je fais un dernier point, le CWA, la privatisation. Le ministre Colanda Velou et son ministère, donc, payent de l'avant avec un partenaire stratégique. Nous connaissons, nous, OMP, nous exprimons sur la question de la privatisation de la CWA là. C'est vrai, la privatisation est adoptée par un paquet de pays dans le monde. Et nous finissons trouver aussi comment finir une mauvaise expérience. Qui sont dans pays là, qui ont une mauvaise expérience et finalement, ils passent dans d'autres intérêts. Aller de l'avant avec une privatisation à l'absolu. Parce qu'il nous connaît que c'est le rôle du gouvernement qui, quand l'île est propriétaire sa utilities là, water utility, c'est aussi une vocation sociale, donne du monde de l'eau à 100%, 24/24, donc pour le welfare de la population et aussi pour soutenir la croissance économique. C'est à cause de ça que nous pensons que le gouvernement visant préserve, maintenir son contrôle, son ownership, le secteur de l'eau. Ceci dit, nous réalisons qu'il y a un paquet de problèmes aujourd'hui dans ce secteur aujourd'hui. Et pour moi, le plus grand problème, parce que moi je suis ministre de ce secteur-là, le plus grand problème aujourd'hui, c'est ça non-revenue water là, quantité de l'eau qui nous peut perdre dans nos pays. Nos pays divisés pour les besoins de l'eau, la distribution de l'eau en 6 régions. Pour lui, le nord, Upper Plant Williams, Lower Plant Williams, l'est, the east et le sud. Dans toutes ces régions-là, il y a plus que 52% de l'eau qui peut produire à PPRD. Et il y a même arrivé jusqu'à 60%. Donc en vérité, nous pouvons produire de l'eau, et il y a une perte commerciale, après ça il y a une perte à cause de leakage, une fuite. Donc, plus que la moitié de l'eau qui nous peut produire à PPRD. Alors évidemment, il y a un gros problème dans ce secteur-là aujourd'hui. Et il y a une réforme qui vise à faire au niveau de la CWA. Aucune personne n'a pas nié ça. Et nous visons donc régler ce problème unaccounted for water, comme on appelle, ou bien non-revenue water. Et seulement de là à trouver the right formula au niveau d'un partenaire stratégique, c'est là toute la question. Et moi, je pense que le gouvernement pense en termes d'une privatisation absolue, c'est-à-dire vendre tout, lock, stock and barrel, comme en anglais dit, avec un partenaire stratégique. Et on pense aussi, est-ce que nous pouvons gagner quelqu'un pour intéresser pour venir faire ça. Mais seulement, qui la formule qui puisse appropriée. Et les bons, je connais, mes camarades, qui sont dans non-revenue water là, je te rappelle, partie de travail, c'est même Singapourien. Et d'après mon renseignement, l'investissement qu'ils viennent faire au niveau de Singapourien, c'est-à-dire Singapourien, il propose au gouvernement, et le gouvernement vient faire 1 milliard de roupies, à peu près, 1 billion de roupies sont investis. Et il paye les Singapouriens 104 millions de roupies en termes de consultancy fees. Et les résultats, seulement 10% de nos networks fin upgrade. Pour 1 milliard de roupies, c'est 10%. Donc, vous avez réalisé combien de milliards il peut coûter ça pour upgrade tout ce système-là au niveau du pays. Alors, donc nous comptons une privatisation classique, mais seulement nous d'accord qu'il vient trouver une formule de project management et nous pensons que le CWA est capable de conclure un contrat de project management avec un partenaire stratégique, mais de durée déterminée. De durée déterminée, que le partenaire engage-lui à un transfert de technologie, de connaissances, de formation à nous, dans le cadre de la CWA. Parce qu'il nous a un bon cadre dans la CWA. Alors, on aurait dit non à la privatisation classique, mais nous sommes d'accord à une formule de project management selon laquelle CWA est capable de conclure un contrat de project management avec un partenaire stratégique de courte durée, de durée déterminée, et le partenaire s'engage à un transfert de technologie,
de connaissances, de formation dans le cadre de la CWI. En limitant les investissements de nos partenaires stratégiques et éventuels partenaires stratégiques, en limitant ce champ d'action, il y a là le risque d'une augmentation abusive de tarifs d'îlot que la population peut craindre, ou bien le risque de licenciement du personnel capable d'éviter, capable d'écarter. Donc, quand nous limite l'investissement de sa partenaire éventuel là, nous donc évite une augmentation abusive de tarifs et aussi le risque de licenciement qui va travailler à PPA peut appréhender ça aussi, les diminuer, les écarter. Donc, voilà ce que nous avons envie de dire. Il nous fait un appel au gouvernement, au ministre Colin Davelou, de bien réfléchir avant d'y aller embarquer dans n'importe qui projet de privatisation ou bien un partenaire stratégique sans vraiment réfléchir aux risques qui pourraient avoir en termes d'augmentation de l'eau, licenciement du personnel si nous ne pas faire attention. Et c'est à cause de ça que nous proposons ce qui nous fait proposer. Je vous passe la parole maintenant à camarade Jean-Claude Barbier qui pourrait intervenir à l'ONCG. C'est-à-dire le problème de camarade artiste. Alors, merci, camarade président. Donc, c'est l'ami de la presse. Donc, aujourd'hui, le MP nous revient à la chose, le problème qui nous bat artistes et non pour faire face ici à Maurice, mais aussi d'une façon plus large, aussi concernant l'art et la culture en général. En ce qui concerne, on commence par l'industrie de l'art et de la culture. En ce qui concerne l'industrie de l'art et de la culture, mon service à terme industriel parce qu'il est grand temps de reconnaître que l'art et la culture, il y en a quand même une dimension économique qui est bien importante. Et si amène une politique qui besoin, une politique qui besoin pour développer, c'est un secteur qui est capable de contribuer entre 6 à 10% de nos GDP, comme dans beaucoup de pays développés. Donc, c'est l'industrie qui est capable d'apporter beaucoup à l'économie mauricienne, mais surtout c'est l'industrie qui, si nous développons comme un besoin, est capable d'amener aussi beaucoup d'emplois. Donc, actuellement, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a une industrie de l'art de la culture comme telle, puisque il y a encore une économie parallèle, malheureusement, et n'est pas structurée d'aucune façon actuellement. Donc, pour vous dire qu'il y a tout à faire dans ce secteur-là, et actuellement, selon le chiffre autorisé mais non officiel, puisqu'il y a une data et une statistique claire là. Donc actuellement, il peut contribuer en 2,5 à 3% de nos GDP, qui représente quand même un chiffre d'environ autour de 10 à 12 milliards d'euros par an. Donc, c'est l'industrie porteur qui est capable d'amener beaucoup pour le pays, mais c'est l'industrie qui demande beaucoup d'attention et de sérieux de la part du gouvernement. Donc, depuis l'apparition du fameux White Paper, pour rappel, le White Paper qui est paru en décembre 2013, 2 ans il passé, et depuis 2 ans, malheureusement, nous constatons qu'il n'en est pas encore même fait pour qu'on commence à discuter le contenu de ce document-là sérieusement. C'est bien regrettable et nous déplorons cette situation. Dans ce document-là, il y a beaucoup de recommandations, de propositions
qui est capable au moins donne le point de départ, qui est capable commence l'industrie là d'une façon, on va dire, professionnelle. C'est un document qui est bien travaillé et qui me fait en consultation de tous les stakeholders, y compris les camarades artistes, qui participent pleinement dans cette élaboration. Donc, le document en question, qui se titre alors, Creative Mauritius Vision 2015. C'est le white paper entitled Creative Mauritius Vision 2025, pardon, je m'excuse, 2025. Donc, ce document-là, là-dedans, entre autres, plusieurs recommandations, il propose la mise en place d'un National Committee for Culture and Creative Industries. Ça, le départ. Et beaucoup d'autres organismes importants pour qu'ils soient capables d'une nouvelle approche, un nouveau paradigme shift dans la politique de l'art même et de la culture à Maurice. Au lieu qu'il reste un ministère qui bat faire des trois fêtes à gauche, à droite, non, c'est un ministère qui est capable de développer un vrai pôle de développement économique. Et ça, document-là, les rend ça possible pour nous développer l'industrie là à travers les recommandations qu'il fait et vous faites des autres aides, mais aussi les causes, les incentives pour l'investissement, les causes Foreign Creative Entrepreneur Planning. Donc, nous finissons cause le fameux Culture House qui peut encore venir jusqu'à aujourd'hui. Les causes la dimension touristique aussi de cette industrie. Donc, la MASA à l'époque qui aujourd'hui la MOS, Management Rights Society, aussi appelé sous sa recommandation là, avait un regulatory body. Par exemple, dans tout ce qui est, par exemple, call tunes et ringtones aujourd'hui, alors il y a un peu dommage qu'il y a un déo contre le gouvernement, il y a un déo contre de la MOS, il y a un déo contre le ban artiste, et c'est les autres PSE, les autres organismes qui peuvent faire profit la création des ban artistes mauriciens. C'est très dommage, et finalement, il y a plusieurs recommandations, tout à l'heure nous retournons là, mais malheureusement, il y a aussi des bonnes recommandations qui sont capables qu'on pense adéquatement la perte de bonnes revenus des bonnes artistes par rapport à la descente des ventes au niveau des bonnes CD. Donc, nous prévoit aussi par rapport au Nairobi Plan of Action on Culture for Creative Industries in Africa, qui est un document plus global, qui englobe une politique régionale pour cette région de la SADC, d'Afrique en général. Donc malheureusement, il y a une proposition intéressante qui est capable de mettre en place pour que nous soyons capables de mettre target qui est dans ça le document là. Mais nous avons gagné le temps, nous retournons là, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'en même temps, c'est tout ce qui peut passer ici et qui nous pas encore vraiment fait rien, et ça fait plus d'un an déjà que nous avons un nouveau ministre de l'art et de la culture. Donc, il est regrettable et dommage qu'il n'ait pas encore fait non. Donc, comment vous dire, c'est un document qui nous fait avec beaucoup de consultations, et nous demande, moi, gouvernement qui besoin rapidement là, mettre un comité de travail sur place, prend ce document-là en main, et c'est le moment de venir avec du concret, parce qu'il y a un budget qui peut venir dans quelques mois, et il y a très peu de temps si il a envie de commencer quelque chose rapidement pour amener quelque chose de nouveau. Donc, non, il n'est pas capable d'aboutir à implémenter si il n'a quand même pas accompagné de toute une dotation budgétaire importante pour qu'il est capable au moins de démarrer. Donc, moi, parce décembre 2013, un document qu'il a aujourd'hui encore peu dormi, et malgré qu'il est capable d'un très bon démarrage. En ce qui concerne maintenant nous, les artistes locaux,
en général. Non? Mais il y a beaucoup d'actions que le gouvernement est capable de prendre concrètement. Là, maintenant, à court terme, immédiatement, tu es capable de faire certaines choses, que tu es capable de soulager un petit peu la misère de ces artistes-là par rapport à l'industrie de la musique, surtout qu'aujourd'hui, il prend un mauvais coup avec la vente des bandes CD piratées ici et là, qui malheureusement, me dire, les mots revenus inévitables. Parce qu'avec le développement technologique aujourd'hui, alors nous répétons, donc qu'il soit téléphone, qu'il soit computer, qu'il soit USB, la clé USB entre autres, il y a tellement de devices qu'on est capable d'échanger, partager, transférer des données musicales et qui ont du haut contrôle aucun artiste, aucun gouvernement ne peut pas penser capable d'empêcher ça ni contrôler ça. Mais par contre, ce que le gouvernement est capable de faire immédiatement, le gouvernement est capable d'appliquer un tarif, un nouveau tarif, tout ce qui la MASA à l'époque tu déjà soumettre au ministre d'alors et qui est encore peu dormi, donc tu vois. Ça, deuxième, là, nous venons de affaires que vous faites dire là, Caller Tunes et Ringtone. Alors ça, les Tibétains sont capables d'être régulés, faire une bonne régulation au niveau ministère pour qu'ils soient revenus là, capable qu'ils soient artistes gagnent le maximum. Actuellement, l'artiste ne perçoit que 10% de ça qui peut collecter par une compagnie téléphonique, local tunes et ringtones. Je gagne 1 roupie ou 10 roupies. Donc voilà quelle est la situation. Mais c'est vraiment, je trouve ça, moi, inacceptable et révoltant, la part qui revient aux artistes. Il y a aussi rapidement, pour dire, une taxe, une devise qui m'a fait mentionner là, qui est capable d'être une source de revenus pour être versée au Management Rights Society, et qui est capable de faire tout de suite, à travers la régulation de la loi existant, là même déjà prévoir pour capable de faire. Donc, malheureusement, pas pu faire. Donc, maintenant, on a tout ça, l'aspect Internet, YouTube, iTunes, entre autres, qui est un provider de la musique au niveau international et qui me connaît dans la France, par exemple. Ça, c'est une commence à négocier, une commence à faire d'autres pays certaines choses. Malheureusement, il y a une politique générale au niveau international et je pense non seulement Maurice aussi est capable, au forum international, soulève le point pour qu'il est capable d'amener une convention qui vise pour obliger le gouvernement à mettre en place la loi pour qu'il est capable de payer à une société d'auteurs, de droits d'auteur, de compositeurs, une royalties qui vise pour compenser encore une fois sa perte de revenus de ban artistes par rapport au développement technologique. Donc, il y a tout ce qu'on appelle uploads, downloads, etc. Donc, tout cela forme partie là-dedans. Et une affaire bien importante, ça, je souligne, c'est que le catalogue mauricien de la musique mauricienne, qui est géré par la MASA, n'est pas accessible au Internet par les autres sociétés internationales. Et ça, depuis que je suis MASA, moi, je trouve, je souligne, et malheureusement, pas de faire non, pas encore fait non jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est ce qui arrive. Tout ça, les morceaux mauriciens qui peuvent jouer au niveau international, là, malheureusement, personne n'a pas gagné aucune royalties parce qu'il n'est pas visible et accessible avec les autres sister society d'auteurs et de compositeurs. Donc ça, une autre affaire qui est capable de faire immédiatement pour capable de corriger une certaine injustice vis-à-vis des artistes. Mais aussi, pour terminer, je suis content de dire à certains politiciens, arrête politiser problème des artistes. Je trouve ça bien grotesque et vilain que certains politiciens peuvent une cause royalties dans une réunion artiste. Alors ce qui est royalty, c'est un dû qui est installé, qui est institutionnalisé, qui a tout ce rôle qui accompagne. Et malheureusement,
au lieu qu'ils viennent soutenir la Masa, ils viennent faire politique comme ça. Donc, je trouve ça bien vilain et grotesque. Et au-dessus, on fait un appel à qui nous arrête de politiser ce problème-là et get dans sa vraie dimension du problème, est bien important. Donc, voilà, et nous souhaitons que le gouvernement et tous les stakeholders prennent une décision qui s'impose pour que nous, les autistes, capables de faire commencer à respirer en l'an 2016. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci, camarade Jean-Claude. Camarade Joe Lejonga maintenant pour clôturer la conférence de presse. Et on passe donc la parole. Merci, Alan. Les mots pour prendre, les mots pour... Bref, Lola, c'est concernant un commentaire du leader de l'opposition lors de sa conférence de presse hebdomadaire et qui concerne la mission de ban parlementaire à l'étranger. Quand il vient dire dans sa déclaration qui speaker peut faire préférence ban parlementaire du mouvement patriotique d'un côté, de l'autre côté, il peut dire ben, pas assez d'une mission à ban parlementaire du Parlement. Les bords qu'ils connaissent, ça fait un peu polémique pendant la semaine. Oui, parlementaire du MMM. Ça sujet-là, il fait polémique pendant la semaine. Camarade Jean-Claude, il a eu l'occasion de répondre, moi aussi, il a eu l'occasion de répondre à Paul Béranger. Je dis, si je prends ça, c'est juste pour partager avec l'information. Parce qu'il n'est pas correct qu'il vienne raconter quelque chose qui peut un fondement, premièrement, et deuxièmement, vienne acquise certaines dimones. Qui fait moi dire ça, par exemple, moi, j'ai la liste avec moi, italien, moi, pour la liste là, des missions qui, les parlementaires de l'opposition, ils gagné au courant de 2015. Elle est claire. Elle est claire que c'est la bande à Béranger qui profite de tout la mission à l'étranger. Depuis avril 2015 jusqu'au mois d'octobre 2015, dans l'opposition, c'est tout député MMM qui est parti. Qui lit au Parlement panafricain, qui lit au Commonwealth Parliamentary Association ou à la Inter-Parliamentary Unit. Alors, il y a toute une série, à commencer par des gens qui ne plus plaignent, l'honorable Adila Miamia. Lui-même, il a en premier, il bénéficié de plus beaucoup de bonnes missions à l'étranger. Alors, tout nous dénonce sa façon de faire là. Et si aujourd'hui, Speaker Parlement peut rectifier les choses, pour qu'il y ait un partage équitable. Parce qu'en 2015, le MMM, moi, j'ai un gourmand voyage. Tous ont raflé. Mais pas c'est ça, sinon on a pour faire un commentaire. Mais il y a un poste de responsabilité au sein du Parlement. Mais tout, MMM, il prend. Alors, ce n'est pas tout seul parti d'opposition. On a 3 partis d'opposition. Et de surcroît, nous, deuxième parti d'opposition au Parlement, Béranger, pas au moins considère nous dans aucune mission, mais parti travailliste, il donne une mission à l'étranger. Alors, nous, tout ça veut rien faire, c'est pourquoi qu'il nous les dénonce italien pour quel document-là. Deuxième sujet qui m'a envie de prendre, c'est ces affaires Smart City-là. Dans présentation que le Premier ministre fait à l'Ossovision 2030, Smart City tient une belle part dans sa présentation-là. Mais aujourd'hui, nous inquiets de beaucoup de choses. Qui fait nous exprimer ça l'inquiétude-là. Déjà au départ, nous avons dit qu'il y a certains ministres à l'intérieur du gouvernement même, puis commencent à poser d'autres questions, c'était là, lors le concept de Smart City. Nous avons eu l'occasion de discuter au sein de nos bureaux nationaux. Et vraiment, maintenant, un gros point d'interrogation. Le concept de Smart City. City, d'après nous, c'est la ville.
Et là, nous comprenons qu'il y en a 13 qui peuvent préparer. Et quand on regarde ça, 13 là, 3 dans cette Smart City là tombent dans la ville. Ça veut dire 10 pour tomber dans la campagne. Et nous connaissons qu'il y a un gros volet de développement immobilier dans un appartement, dans une villa. Mais pose-nous la question, Zodi, ce qui vous trouve dans le village là, qui peut arriver nous pour continuer encore avec ces affaires taxes rurales pas appliquées, il peut appliquer dans un village, il peut pas appliquer dans la ville. C'est bon qu'il nous gagne un éclaircissement premièrement là. Parce que quelque part, nous avons la ville qui nous avons un village qui nous et c'est ça, la ville et le village qui donne une facilité à toute sa agglomération qui nous est dans nos pays. Comment ça pour passer plus divant pour sa Smart City là, dit bon, qui nous connaît. Maintenant, nous trouvons un gros scandale qui peut lever le Smart City domaine des pays. Tout le monde connaît, c'était un projet de l'ancien régime qui, ça ici, il fait d'une opacité totale. Et là, nous gagnons comprendre que ce gouvernement-là, à travers le ministre des Finances, il donne à sa promoteur-là sa possibilité de convertir sa projet de domaine des pays-là dans une Smart City. Et nous comprenons ici qu'il y a bonnes affaires qui passent correctement et nous avons l'information qui, à l'intérieur du gouvernement, même cette pour démarrer une enquête, le projet de Smart City domaine des pays. Alors, il y a tellement de confusion en plus qu'il y a quelque chose qui, comment nous dire, le gouvernement vis-à-vis de l'avant vient éclaircir. Il y a une conférence qui fait dans Maurice avec les grands stakeholders de Smart Cities, c'est-à-dire les développeurs de Smart Cities, et il y a beaucoup d'interrogations qui nous posaient. Parce qu'une Smart City, en fin de compte, vous autres, c'est la ville intelligente, avec des moyens modernes, des facilités modernes. Et je prends l'exemple, 52 milliards pour mettre dans la ville de Port-Louis, pour faire la ville de Port-Louis une Smart City. Mais qui nous prend dans ce coup-là, dans les faubourgs de Port-Louis, qui a été cité nous prenons? Déjà, c'est une cité de la misère qui nous est dans les faubourgs de Port-Louis. Une simple inondation, 3 ministres qui visitent cité Lakia, l'an dernier, ils ont galopé dans cité Lakia, ils allé. Mais qui nous peut faire pour lui, une Smart City et tout autour pour lui, c'est une bidonville qui nous prend? Alors nous sommes bien conscients dans quelle direction nous pouvons aller. Par exemple, pour dire qu'on a un moyen de transport moderne à l'intérieur de ce Smart City là. Mais en dehors de Smart City, nous prenons un vieux transport. Déjà pour créer l'emploi. Mais est-ce que c'est de l'emploi productif? Est-ce que c'est de l'emploi à long terme? Ou bien c'est l'emploi qui existe pendant la construction? Parce que quand on guette, si nous tirons sa volée intelligent là, et si nous ne pas mettre là dans c'est un doute qui nous est là, eh bien, il faut un simple développement immobilier, encore une fois, qui vous profite à ceux qui ont les moyens. Et allé là, camarade Alan Indiali, quand nous constatons que ça fossé en ban riche et ban pauvre, la peuple a grandi, mais c'est un coup là, vraiment, nous pour départager nos pays en deux physiquement. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Qui quand du monde pour visiter Maurice, les temps pour voyager, les autres pour guetter qu'il y a un étranger ou qu'il y a un Mauricien établi dehors, ils disent, ah, ça c'est Maurice moderne, ça c'est Maurice pauvre, c'est là. Alors nous devons faire bien attention, nous poursuivre. Nous pas contre développement. Comme Alan India tout à l'heure. Nous pour développement, mais nous pour un développement à visage humain. Que tout le monde sorti gagnant. Il y a une win-win situation pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une win-win situation pour un baron sucrier qui pourrait s'y convertir presque 1530 arpents terrain agricole et que je peux en posséder à partir de là. Alors, ça, ban projet-là, bizarre faire dans la transparence et nous pouvons exiger qu'il fait aller dans la transparence. Dernier volet de mon intervention, c'est ce qu'on appelle l'opération vidange. Le gros scandale bizarre appelle l'ISODI de ban horsepower falsifié. Vous autres, nous acceptez, Zodi, l'enquête peut prendre un tournure différent. À commencer par l'arrivée
du surintendant de police Daniel Monvoisin, qui peut venir d'après le commissaire de police et Paul Hectortio, dans sa enquête qu'il peut faire là, mais dans la perception du monde, c'est qu'il peut commencer à magouiller. Dans la perception publique, c'est qu'il peut bloquer l'enquête. Déjà, il y a une colère. Depuis l'enquête, il démarré avec l'arrestation des bandits qui est dans un premier temps. Depuis ça, le public commence à grogner. Quand le public à l'NTA dit qui bisa faire problème qui peut gagner, le public commence à grogner et dit dans le public il y a une incompréhension. Et quand cette incompréhension là vient, en même temps qu'il peut faire Daniel, mon voisin, Al et Paul Hectortio dans l'enquête, en même temps nous trouvons qu'il y a un ministre, les bizarre, à l'expliquer qui problème qu'il y a dans sa caisse là. Alors, dans la perception de la population, c'est qui, comment dire, bloque l'enquête. C'est pourquoi qu'il nous dit, l'important ça, pour le gouvernement, qui, sa perception là, n'est pas prend forme et n'est perdurer. Parce que sinon, le public pour retomber dans sa réflexion qui, mais quand une enquête concerne un gros requin, l'enquête là, il prend une autre tournure. Alors, il est important que le gouvernement fasse comprendre que ça l'enquête là, il peut faire en toute impartialité. Ça, c'est un. Qui ce qui banque une faute, je vais besoin payer pour ça. Aussi maintenant, parce qu'il concerne non seulement ces propriétaires à l'auto, il concerne les chauffeurs taxi ici. Là-dedans, nous ne connaissons pas qui est vrai, qui est fausse. C'est pourquoi il y a besoin de faire une enquête en profondeur pour situer les responsabilités au niveau de la NTA. Depuis quand ça peut avoir lieu? Qui est concerné? Alors nous l'appelons, et je termine là, au gouvernement, c'est que dans sa enquête précise là, tout le monde concerné, incluant le ministre qui m'a mentionné, s'il y a un proche de un politicien, qui tout ça là, gagne même traitement et qui la population rassurée que les choses pourraient tourner normales à la NTA. Voilà, mes amis de la presse, ce qui m'a motivé pour partager. Je retourne la parole à camarade Alan. Merci. Merci, camarade Joe. Je vais ajouter un petit peu ce qui dit à ce dernier point là. Donc, ce que le MP peut demander en vérité dans sa affaire scandale MTA là, c'est qu'il n'a aucun cover-up. Pas juste dans le cas du ministre, qui sera appelé à donner ce statement dans les jours prévenus, mais dans n'importe qui cas éventuel high profile qui est détecté. Donc, pas faire aucun cover-up. Nobody is above the law, nous disons ça plusieurs fois. Et c'est une question d'institution, crédibilité de l'institution, nous forces policières. Donc, il faut nous demandons au gouvernement, monsieur mon voisin, il a lui aussi maintenant assigné pour lui épaule ce qui la raison officielle était monsieur Hector Thio. Mais whatever, nous, ce que nous pouvons demander, c'est aucun cover-up, pas juste dans le cas du ministre, mais dans le cas de les autres potentiels high-profile cases qui nous tendent à une découverte aussi dans le scandale. Voilà, amis de la presse, donc nous passons la parole si vous avez quelques éclaircissements. De la pauvreté avec le rapport de la Banque mondiale. Je vais aussi plutôt les autres ici, mais il y a une chose qui ne pas me permettre, c'est plus précisément le heritage city. J'ai envie de donner deux points de vue, parce qu'il y a une quantité dans le métro, sur ce sujet-là, plus précisément dans le secteur de l'embâtissement, etc. Et puis, je vais prendre la question, une plusieurs prescriptions de l'État. Non, bon Dieu, je ne vais pas parler spécifiquement. On dit qu'il y a 13 projets qui sont approuvés, dont 3
trouve dans la ville et les rescendés au ban de la ville. Ça veut dire que Heritage City il est inclus dedans. Maintenant, si vous voulez me faire un commentaire là ici, il ne faudrait pas l'oublier. Moi, le développement de Highlands, il n'est pas là, il remonte à quelques années de cela. Je vous rappelle avec le Ilovodil qui dit tant décrié, déjà, ça concept de faire de cette région, une région pour capable bouger ban bureau à Port-Louis et même à une époque, tu dis pour bouger Champ-de-Mars pour amener là. Ce qui n'arrive aujourd'hui, c'est qu'il colle ce concept de Smart City là avec lui. Ok? Ça, il n'est pas encore clair. Maintenant, il y a un autre volet qui dit que nous fait un commentaire et en temps et lieu, nous pouvons faire nos commentaires. Parce qu'il n'est pas concerne seulement Heritage City, c'est le capital qui peut mettre dans ce développement-là et qui sortit de l'étranger. Il est pareil pour Heritage City, il est pareil pour ce qui nous peut gagner développement dans le port. Alors nous redire, nous pas contre développement. Tout le monde connaît aujourd'hui qui, par exemple, pour l'eau pour lui, effectivement, il y a un problème de transport pour l'eau pour lui. Un. Deuxième, pour lui, n'est plus capable de respirer à l'intérieur de pour lui. Mais seulement que tout développement fait, il fait dans les normes qui visent. Le développement de Heritage City à Highlands, si vous demandez mon opinion personnelle, moi pensée d'une sortie complètement dans le contexte de développement qui tu vise faire, ninal en dehors de ce qui vision qui nous tient à un certain moment pour développer sa partie de Highlands. Là, on vous rappelle qu'à l'époque, ce développement-là, il fait dans le contexte de LRT et qui LRT, tu peux desservir ça. Aujourd'hui, nous partons LRT disparaît, nous ne connaissons pas dans sa Heritage City là comment le développement là peut être, nous connaissons qui est le bagatelle d'âme aussi qui est inclus là-dedans. Alors, il y a un mot créole qui a servi, mais on peut vite servir. Mais c'est un méli-mélo, comme on nous dit en français, ne plus comprendre quand le commencement était, quand la fin était. Le ministre Badel, il peut cause un paquet causer sirop, mais le papier, dans la réalité, vraiment, comment il peut être, il n'est pas encore clair. Hein? Situation simplement, l'affaire Fowler, et puis, vous contactez où? Non, enfin, non, je pense qu'il n'y a aucun contact officiel. Il n'y a pas de contact ni moi, ni pensé, ni mon camarade à la direction du parti officiellement. Mais l'affaire Fauda, c'est le commentaire qu'il est capable de faire, c'est qu'encore, la situation est déjà difficile pour le gouvernement en termes d'unité, homogénéité. Nous connaissons une tension PMSD, MSM, un conflit, MSM, ML, la question de recrutement travail, et au sein de sa parti politique qui fait l'alliance, le peuple là, au sein de sa parti politique même, nous tendons, il y a un problème de différence, de divergence, etc. Donc, pour nous, maintenant, le CAF Sanguit Fauda vient aggrave la situation pour le gouvernement, vient déstabiliser le gouvernement encore. Voilà un backbencher qui vient, qui prend contre-pied sur direction de ce parti et aussi le gouvernement, parce qu'il challenge certaines décisions qu'il prend par le gouvernement. Mais tout ça là, dans le contexte qu'on devait connaître que le gouvernement peut affaiblir, peut perdre son capital de sympathie, au lieu qu'il peut, comment dire, en brigade sur l'équipe. Pour montrer à la population qu'ils ont mis une business qui maintenant, le développement économique peut commencer et peut régler un grand problème, une promesse électorale, etc. Nous trouvons que le gouvernement, de jour en jour, peut miner par une querelle intestine, par un conflit, comment arriver entre Fauda et le gouvernement. Donc tout ceci n'est pas bon pour le gouvernement, il affaiblit davantage le gouvernement et les rend le gouvernement là encore plus que moins crédible. Je dis ça, je quelque chose à ce qui est camarade en Indien. C'est vrai, nous connaissons qu'il y a un conflit interparti, vraiment dit. Soudain, tu peux taper l'eau Xavier, Bachir Djangier, tu peux taper l'eau Ivan Kolenda Velou. Et je te rappelle qu'il y a un article de presse qui est sorti dire ça va dire là.
ils ont été rappelés à l'ordre par leur parti. Je constate que dans le cas de Fauda, personne ne peut pas rappeler à l'ordre. Hein? OK. En effet, deux questions ils sont à l'étranger, donc c'est d'accord ou pas, et bon, vous dire les rouges, le peut déranger, mais pas qu'il dire grand-chose à la Constitution quand même. Donc est-ce qu'il est d'accord ou pas qu'il y a une relation avec le MSM? Nous avons qui? Mais les relations avec le MSM. Madame Speaker, pas de MSM. Mais bon, ils sont aussi le MSM quand même. C'est bien dire qui a vu depuis 16 mois, c'est le député MSM, c'est le député plus bas aussi. Bon te dire. C'est les derniers 16 mois. Connais, nous pas galop derrière mission. Si nous faisons le point, c'est pour rétablir les faits. Parce que nous avons une partie d'opposition qui représente 5 membres dans le Parlement. Depuis décembre 2014 jusqu'à aujourd'hui, un seul député MP a bénéficié d'une mission à l'étranger et c'est au début de cette année-ci. Et la Réunion. Il y a la Réunion dans le coin. Nous pas nous ouvrir nous la bouche du tout, nous fermons nous la bouche. Monsieur Béranger, tu besoin de nous ouvrir ce grand la bouche quand Adila Miamia peut besoin de partager une mission avec Jean-Claude Barbier. C'est ça le fond du problème. Qui aujourd'hui nous ouvert sur la bouche. C'est pourquoi nous ouvrons la bouche nous dire. Nous pas gourmand mission nous, comme à Béranger. Seulement, considérez-nous. Si Madame Speaker nous fait une bonne requête, il peut considérer nous. Mais que vous voulez me dire? Me dire ce qu'il a besoin de dire. Un leader de l'opposition, il n'est pas foutu considérer une partie d'opposition comme Ali. Pas mon problème, ça. Nous continuons à faire notre travail, nous faisons notre travail qu'il a besoin de faire. Seulement, nous avons besoin de rétablir les faits pour que tout le monde connaisse. Quand je peux distribuer ce document qui m'a pour dire là, on réalise où? Mon diao depuis avril 2015, M. Amiamia, M. Kirin, M. Outim, M. Balamoudi, M. Rajes Bagouani dans la Suisse, Assemblée parlementaire de la francophonie. M. Kirin, il y a l'Afrique du Sud, comment il retourner avant la réunion pour y aller j'ai des îles. Mais quand même, il y a un petit peu trop. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en d'autres mots, il n'y a aucune relation spéciale entre nous et MSM au niveau du Parlement. Mais vous pensez, camarade Dieu, souvent de réponse, il finit de nous. Il y a un traitement qui lui donne nous, hein? Il est normal ça. Nous avons aperçu qu'une relation était avec MMM. Mais seulement nous ne pas faire politique, c'est une question personnelle. Comment tu es là aux questions, nous ne pouvons rien avec MSM, mais seulement c'est une question de principe que nous lèvons cette question-là aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas aucune protection, aucun privilège avec Mme Speaker. Hein, nous ne pouvons pas casser à dire qui protection. Pendant un an, ça a une durée, aucun de nous demande pas de partie. Une seule partie pendant les derniers 16 mois. Et donc, vis-à-vis MMM aussi, nous nous avons dit ça, quand MMM nous peut dissocier nous avec MMM, la bonne raison politique, pas la bonne raison personnelle. Nous avons une note de bonne santé pour ancien d'or. Enfin, nous comptons que l'état de santé finit rétabli. Le Premier ministre il a donc s'est fait traiter soigné en Inde et tout une passe bien d'après ce que nous apprenons. Et nous comptons et nous souhaitons un prompt rétablissement, qu'il y retourne vite pour être capable de reprendre ce poste de Premier ministre et diriger l'équipe.